On a bien compris. Sérieusement, quelle réaction? Merci. S'agissant de la pratique, au fond, les musulmans pratiquent peu, comme les catholiques ou même les protestants. Mais ce qui est plus intéressant peut-être, c'est la pratique des très jeunes. Les chiffres de pratique des jeunes sont supérieurs à ceux de la moyenne, disons, des autres générations. Donc ça, c'est un signe qui distingue la jeunesse musulmane des autres jeunesses chrétiennes ou protestantes ou même juives. Et donc là, il y a quelque chose de très particulier et de très porteur d'interrogation pour l'avenir. Alors quand on va un peu plus loin dans l'exercice du questionnement, on trouve des motivations. Vous pouvez expliquer à votre avis la raison de cette plus forte proportion de pratiques religieuses chez les jeunes? Oh, je crois que d'une certaine manière, il y a une volonté de trouver dans la religion ce qu'on ne trouve pas dans le reste de la société. C'est une manière d'exprimer une sorte d'insatisfaction par rapport à la société sécularisée, matérialiste dans laquelle se trouvent ces jeunes. C'est une forme d'exutoire au fond. Et puis ces jeunes sont très déçus par les combats antiracistes, les POT, SOS Racisme auxquels ils ont participé dans les années 80, et ces combats n'ont pas porté tous leurs fruits. Donc les jeunes musulmans aujourd'hui se tournent vers la religion précisément pour répondre un peu à leurs insatisfactions. Alors Gilles Kepel, si on laisse de côté cette catégorie de jeunes gens qui cherchent en effet visiblement une plus forte identité sociale, au moins, ça n'est peut-être même pas la seule raison évidemment, dans l'approche ou la pratique religieuse, en revanche, il apparaît dans ce sondage que depuis 1989, qui était le dernier du même genre qui avait été fait, les pratiques religieuses générales des adultes, dirons-nous, semblent moins suivies. Vous avez une explication à ça? Alors, il y a cet élément-là, il y a aussi un élément qui me semble très important, qui est celui d'une sorte de décrispation. Aussi bien quand on regarde l'échantillon de la population d'origine musulmane que l'échantillon de la population française dans son ensemble. On voit par exemple, du côté de l'échantillon de la population française dans son ensemble, une hostilité à la construction des mosquées qui baisse nettement. Une hostilité à l'élection, par exemple, d'un maire musulman dans la commune qui baisse nettement. Du côté de la population d'origine musulmane, on avait à l'époque, je me souviens bien, je cite de tête, 21% de personnes qui demandaient un statut personnel spécifique pour l'islam. Aujourd'hui, on n'a plus que 12%. Donc dans la génération des adultes, si vous voulez, ce qui est frappant, c'est qu'on a une sorte de convivialité, de cohabitation qui s'est faite. On connaît des musulmans au quotidien, on n'a plus peur d'eux, etc. Mais en revanche, ce qui est frappant dans le sondage, c'est que au niveau des représentations de l'islam, par exemple, on a là des images qui restent très fortement inversées. C'est-à-dire que dans la population d'origine française dans son ensemble, les premiers items qui sont classés, c'est l'islam, c'est le fanatisme et la soumission. De l'autre côté, c'est l'islam, c'est la démocratie et la justice. Donc il y a cette différence entre d'un côté les pratiques, ce qui concerne la vie quotidienne, où au fond on a l'impression que surtout pour les adultes, les gens s'habituent, et de l'autre côté, des représentations qui se transforment. Et puis sinon, la question que Henri Tingue vient de soulever, qui est qu'il y a une tranche dans les 16-24 ans qui a des comportements qui sont encore minoritaires, mais qui se distinguent, qui commencent à se distinguer assez nettement de celle des 25-34 ans qui était l'ancienne génération beurre, si vous voulez. Jean-Claude Barrot. Je pense que mon micro marche. Il marche? Il marche pas. Bon. Oui. L'islam, ce que montre ce recensement, c'est qu'il est en train de devenir une religion comme les autres. Et puisque Slimane Zeguidour parlait de la tradition culturelle algérienne, on peut parler de la tradition culturelle française pour cette première partie. Je reprendrai un peu ce que M. Pasqua a dit à la mosquée de Lyon. C'est-à-dire que en France, les religions sont invitées par la République, toutes les religions, y compris d'ailleurs le catholicisme, qui est une religion plus ancienne, les religions anciennes et les religions nouvelles. Elles sont invitées, c'est ça la laïcité. La laïcité, c'est de dire que les religions sont invitées par la République, mais qu'elles ne sont pas propriétaires de la République. C'est tout à fait original dans le monde, cette position. Par exemple, en Angleterre, la religion anglicane est propriétaire un peu du royaume, puisque la reine est le chef de l'église anglicane. En France, les religions sont invitées et pas propriétaires. Donc elles sont tenues, par rapport à la tradition culturelle française, à une certaine discrétion. Si vous voulez, l'islam aime beaucoup la valeur d'hospitalité qu'il pratique. J'ai voyagé beaucoup dans les pays d'islam, j'ai été beaucoup reçu, et en même temps, ils savent aussi ce que doit être le comportement d'invité. Alors les invités sont tenus à ne pas mettre les pieds sur la table.
C'est ça le problème, parce que des religions nouvelles, c'est de respecter le paysage et d'être un peu discrète. Et c'est pas seulement le problème de l'islam. Il y a aussi, on l'oublie, mais il y a des centaines de milliers d'hindouistes et de bouddhistes en France qui posent apparemment moins de problèmes parce que leur pratique est beaucoup plus discrète. Donc l'islam, s'il se normalise, il va être comme les autres religions, avoir une pratique discrète, être invité à la table de la République et comprendre qu'il est invité comme les autres. Jeannine Périmont. Oui, mais je voudrais demander où est le problème, parce que, à part cette histoire du foulard, où a-t-on vu un islam très visible et très agressif? Je crois qu'il y a des millions de musulmans qui pratiquent en France, sans que les Français le perçoivent très bien. On a l'impression qu'il y a au contraire des pratiques très discrètes. Oui, non, mais vous avez raison. Le problème, j'essaie d'exposer la laïcité en France. C'est pas seulement un mot creux. Je crois que la laïcité fait partie du contrat social français, pas seulement depuis 1905, mais depuis le bon roi Henri IV, qui a déclaré par l'édit de Nantes que la religion n'avait plus de rapport avec la citoyenneté, qu'on pouvait être français en n'étant pas catholique. C'est quelque chose de tout à fait révolutionnaire. Ça fait des siècles donc que la France est un pays laïque, et c'est constitutif de notre société, de notre identité. Alors l'islam, comme toutes les autres religions, tentait de tirer la couverture à lui. On voit parfois une sainte alliance des clergés, des rabbins, des pasteurs ou des curés, mais nous voulons garder la laïcité. Le problème, c'est que l'islam n'avait pas, comme les autres religions, j'ai fait allusion tout à l'heure à l'hindouisme et au bouddhisme, une longue tradition de diaspora. Ça fait des millénaires que les Chinois ou les Indiens quittent leur pays pour aller ailleurs. L'islam n'avait pas l'habitude d'aller ailleurs. Et l'exception qu'a souligné Slimane Zeguidour, qui était en effet que sous la colonisation, il y avait des millions de musulmans sous l'autorité française, n'en est pas vraiment une, puisqu'en fait c'était une exception coloniale, c'est-à-dire de domination, et non pas d'immigration. Je vais vous présenter quelqu'un qui d'une certaine façon est assez symbolique des résultats de l'étude que nous avons fabriquée, Le Monde RTL et nous, et qui est vous-même, mademoiselle Soraya Nini. Vous êtes française, vos parents sont algériens, vous êtes arrivés en France, ils sont arrivés en France, pardon, en 1954, donc avant votre naissance, et vous avez 10 frères et sœurs. Alors d'abord, première question, est-ce que vous vous sentez d'abord française? Est-ce que vous vous sentez ensuite française musulmane ou bien française plutôt laïque? Alors moi, je me sens française d'origine algérienne avec peu et très peu de culture religieuse et je pense une culture laïque. Bon, c'est difficile de s'y retrouver, mais ça me permet d'arriver à ces valeurs de la République dont on parle beaucoup. Je voudrais reprendre ce qui me semble assez désobligeant concernant ce que vient de dire Monsieur Barrot. Monsieur. Oui, ce que j'ai dit, Madame Nini. Jean-Claude Barrot, voilà. Je veux simplement dire... Non, ce que j'ai dit ne concerne toutes les religions, hein, pas seulement l'islam. C'est la laïcité française. Les religions sont invitées à la table de la République. J'ai bien compris, mais à un moment donné, vous disiez qu'il fallait que l'islam de France comprenne qu'il ne fallait pas qu'ils mettent les pieds sur la table. Non, ça s'adressait à toutes les religions. Hein. Il n'y a pas que l'islam qui met les pieds, qui a la tentation de mettre les pieds sur la table. Alors la précision est faite. Alors vous-même, parlez-moi de vous-même. D'accord, moi je vais parler de moi. Donc je suis éducatrice, donc je suis de cette génération qu'on appelle les beurs. Donc c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre où j'ai voulu raconter l'itinéraire d'une petite fille qui a entre 12 et 18 ans, et comment à partir du moment où elle devient une jeune fille, toutes sortes l'enfermement se met en place. Voilà. Ça, j'ai voulu le dénoncer, donc ça fait partie de mon histoire, certes, et ça fait aussi partie de toutes ces jeunes filles que j'ai pu accueillir dans les différents foyers dans lesquels j'ai travaillé en tant qu'éducatrice. Est-ce que vous diriez que dans les différentes communautés, parce qu'on dit en général la communauté algérienne, la communauté musulmane, et tout ça est aussi diversifié que n'importe quelle autre communauté, disons autour de vous, est-ce que vous avez vu plutôt une majorité de jeunes filles qui étaient plutôt à préférence laïque, comme ça a l'air d'être votre cas, ou qui au contraire était plutôt à préférence de pouvoir exercer sa religion, son culte et donc pratiquer sa culture? Non, je pense que c'est à préférence laïque, mais je crois que ces jeunes filles que je rencontre au départ, elles ne sont pas vraiment conscientes. Elles ne l'expliquent pas avec ces mots-là, plus exactement. Elles ont 14, 15 ans, elles sont adolescentes, elles se rendent compte qu'elles ne peuvent peut-être pas vivre comme les autres copines, les autres amies de leur âge. Et c'est là que... Vos parents sont pratiquants et croyants? Oui. Comment pratiquent-ils? Un peu, beaucoup Mes parents ont toujours été, je ne sais pas s'il y a un peu beaucoup, mais ils ont toujours été croyants, pratiquants. À
une fois qu'ils ont élevé leur enfant, ils ont voulu aller faire le pèlerinage à la Mecque, qui correspondait à l'aboutissement d'une spiritualité. C'était très important pour eux. Croyant tout simplement, j'allais dire, sans tomber dans des extrêmes ou dans un totalitarisme qui commence à voir le jour. Est-ce qu'ils vous ont enseigné une culture religieuse, des traditions religieuses? Une culture religieuse, je ne crois pas, non. Des traditions dites religieuses. Je crois qu'il y a peu de gens qui ont cette culture religieuse. Je crois qu'il y a un mélange qui se fait, un amalgame, qui s'est fait entre tradition et religion, dont je suis un peu le produit. Vraiment. Et ou des jeunes gens dont vous parliez tout à l'heure également, qui sont dans les banlieues, ou autres quoi. Donc je n'ai pas de culture religieuse, j'ai des traditions dites religieuses. Je ne sais pas trop... Enfin, ce que je veux dire, c'est que ces traditions-là sont très difficiles à vivre au quotidien quand on est une jeune fille, quoi. Et que votre premier choix, au fond, c'est quand même d'être intégré de tout votre poids en tant que femme libre dans la société française. Et puis que quand même il y a derrière un substrat de culture religieuse que par nécessité vous avez eu dans votre famille, c'est ça? À travers ces traditions-là, ces traditions qui sont beaucoup du domaine de l'interdit, j'en parle comme je l'ai vécu, mais oui, elles sont là. Mais... Alors, je voudrais demander à votre voisin, qui s'appelle M. Tariq Ramadan, qui est imam, qui est suisse, qui est d'origine égyptienne, d'apporter un commentaire à ce qu'il vient d'entendre. Alors, nous avons deux façons de procéder. Voulez-vous d'abord qu'on fasse un peu d'explication, ou est-ce que vous voulez réagir à ce que vous avez entendu? Non, j'aimerais bien réagir. D'abord, je ne suis pas directement imam, moi je suis professeur de littérature française et de philosophie. Donc c'est bien intégré dans le paysage occidental que je perçois les choses et que j'entends ce qui est dit. Et je crois ça veut dire que je ne suis pas directement imam, on peut l'être indirectement? Non, mais ça veut dire que imam, ça peut être une fonction oui. pour quelqu'un qui officie dans une mosquée en permanence ou quelqu'un qui de temps en temps peut l'être. J'entends, j'ai pas moi cette fonction directement au premier chef. Donc je ne me traduis pas comme imam de mosquée travaillant dans une mosquée, pour que les choses soient claires. Ce que j'aimerais dire par rapport à ce que j'entends, c'est que M. Barrot dit nous voulons garder la laïcité. Et je crois que beaucoup de musulmans qui sont présents en Europe, en Occident et en France en particulier, ne remettent pas en cause le cadre laïque. C'est pas ça qu'ils remettent en cause. Ce cadre-là, nous sommes tous conscients, nous ne cessons de le dire aux jeunes. Si nous revenions 200 ans en arrière, il se peut que vous ne puissiez même pas dire quel est votre nom et votre prénom. Parce qu'il y avait une autorité dogmatique, ou disons à la Renaissance, on sait ce que ça a été l'histoire de France. Donc on la reconnaît cette histoire et on connaît cette profondeur de la laïcité et ce qu'elle représente. Elle est, à un moment donné de l'histoire de l'Occident, la victoire de la liberté de la raison par rapport à un dogmatisme qui l'empêche. Eh bien, nous reconnaissons cela. Maintenant, les crispations, je suis content d'entendre que Keppel et le sondage le dit, il y a une espèce de décrispation. Il est tout à fait normal. 20 ans plus tard, après la présence des musulmans qu'on sent maintenant parmi nous, qu'il y ait une crispation. On vit une étape normale du processus de la coexistence entre les communautés. C'est normal. Il ne faut pas, pour ceci, si vous voulez, en faire une grande histoire. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que justement ce processus de crispation, qui est peut-être en train justement d'arriver à terme, eh bien, nous aimerions le vivre de la meilleure des façons. Alors, quand vous dites, par exemple, vous demandez à M. Zeguidour, qu'est-ce que sont les 5 piliers de l'islam, il répond très justement. Et il dit ensuite, c'est pas un islam de là-bas, oui, mais c'est un islam adapté. Il se trouve que la formule qu'il a utilisée, c'est que, je ne sais plus tout à fait... Un islam d'emprunt. Un islam d'emprunt. Ça veut dire qu'ils n'ont pas puisé dans le foyer familial. Alors parce justement, que, comme elle le disait, la famille n'est pas... Il n'y a pas de catéchisme en islam. L'islam ignore le catéchisme. Alors ça me permet... On est musulman par imprégnation sociologique. S'il n'y a pas d'environnement, il n'y a pas d'islam. Monsieur Ramadan. Alors j'aime bien cette formule, islam d'emprunt, parce que... elle correspondrait à l'idée qu'on pourrait avoir qu'il y a un islam qui est lié à la tradition des pays d'Afrique du Nord et qu'on devrait exporter tel qu'il est. Alors j'aimerais dire par rapport à cela que l'islam c'est 5 piliers, c'est une vie, et que par rapport à la tenue vestimentaire pour une femme ou pour un homme, il y a la décence, il y a le voile qui est une obligation, on va peut-être en parler tout à l'heure, et par rapport, qui est une obligation, mais j'aimerais préciser qu'il n'est pas une contrainte, qu'une femme qui décide de le mettre, elle a le droit de le mettre. On ne peut pas obliger une femme à le mettre, c'est ce que nous disons de façon quotidienne. J'aimerais terminer sur un point, de ce point de vue-là,
Ça veut dire qu'on peut tout à fait, je suis habillé comme un occidental et je suis musulman, je n'ai pas besoin de mettre une djellaba. Ceux qui disent ceci sont une petite minorité des musulmans. Et une femme qui s'habille selon 2 principes islamiques, pas trop moulant et pas transparent, elle s'habillera comme elle le veut du point de vue de l'islam. Elle peut vivre en Occident de façon complètement libre. C'est pas un islam d'emprunt. Alors, votre intervention, et on mesure bien quelle qualité intellectuelle vous avez, monsieur, parce que vos mots sont extraordinairement mesurés et choisis par rapport à l'auditoire général, ont provoqué toute